Donc aujourd'hui, nous allons aborder le grand chamboule-tout de l'autisme dans le quotidien des parents, qui a un impact donc considérable sur tout notre environnement. Euh, Mon mari et moi, nous sommes donc parents de deux jeunes adultes autistes qui ont des profils particulièrement différents. Et donc, ma conférence prendra appui sur notre expérience de parents, mes recherches et mes connaissances. J'ai en effet validé un DU TSA au Vinati à Lyon. J'ai suivi également de nombreux MOOC, nous en reparlerons tout à l'heure, et j'ai été intervenante dans le cadre des formations auprès des aidants familiaux du CRA de Bourgogne-Franche-Comté. Le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme. Alors, nous allons essayer de comprendre d'abord l'autisme pour mieux l'accompagner. Et nous allons voir quels sont les besoins spécifiques des aidants et aussi de leurs enfants. Donc, après avoir identifié les facteurs de stress qui impactent notre quotidien de parents et nos stratégies d'adaptation, nous allons voir les différentes formes de soutien auxquelles nous pouvons prétendre. Puis, nous aborderons l'accompagnement de nos enfants dans notre rôle central de parents. Et enfin, nous évoquerons un peu plus rapidement l'avenir de nos enfants en tant qu'adultes et nos craintes en tant que parents vieillissants aussi. Alors, quelles sont les conditions de vie des familles? Eh bien, tout d'abord, voyons un peu quels sont les facteurs de stress qui agissent sur notre quotidien et qui contribuent à la dégradation de notre qualité de vie. Cela commence par une errance diagnostique. En effet, bon nombre de parents signalent des anomalies bien avant que le diagnostic ne soit posé. Et pourtant, ils rapportent un manque d'écoute, une banalisation des premiers signes par les professionnels qui se veulent rassurants, qui minimisent, voire nient l'existence de certains troubles, une méconnaissance des professionnels aussi quant aux signes d'alarme de l'autisme. S'ensuit alors une errance diagnostique, parfois de plusieurs années, qui nous laisse, nous parents, sans réponse et les enfants, malheureusement, sans accompagnement adapté. Cette errance, elle crée un énorme stress chez les parents. Vient ensuite le diagnostic. Immanquablement, les parents traversent toute une panoplie d'émotions, de l'annonce à l'acceptation. C'est tout un processus dont chacun vit les étapes de manière unique, selon un temps et une intensité qui lui est propre. Après le choc qui peut entraîner un blocage, un déni, peut suivre un sentiment de culpabilité, le fameux c'est ma faute. Enfin vient la distanciation, qui est une étape de transition qui permet aux parents d'appréhender cette nouvelle réalité, revoyant alors leurs objectifs de vie. Et oui, on s'adapte. Enfin vient l'acceptation libératrice, variable en fonction de chacun, seul gage d'un avenir plus serein où l'enfant sera accepté et aimé tel qu'il est, ce qui aura aussi une incidence sur son sentiment de sécurité et sa joie de vivre. Lors du diagnostic, les parents rapportent encore souvent un manque d'informations sur les troubles et la prise en charge et un manque de soutien psychologique et d'orientation vers des aides possibles. Alors, quelles sont ces ressources personnelles qui sont toutes différentes chez chacun de nous? Eh bien, la gravité de l'autisme et ses éventuels comportements associés, tels que l'hyperactivité, les difficultés d'adaptation, les problèmes de communication, les troubles du comportement ou de l'humeur, agissent plus ou moins sur le stress des familles. Or, selon des études, dont celle de Pathways réalisée au Canada, si les parents en grande détresse avaient toujours des enfants avec de gros troubles du comportement, les enfants avec de gros troubles du comportement n'avaient pas toujours des parents en grande détresse. Ainsi, les enfants stressés ont donc des parents stressés, qui stressent encore plus les parents, qui stressent encore plus les enfants. Et il est indispensable de briser ce cycle. Enfin, la notion de stigma a également un fort impact sur le stress parental, car si l'inclusion sociétale est un enjeu qui touche les personnes autistes, elle impacte considérablement les parents qui vont vivre aussi cette stigmatisation, mais cette fois par effet de ricochet. Enfin, quelles sont les ressources sociales et l'impact sur la vie familiale de l'arrivée d'un enfant autiste? Eh bien, plus il y a de dysfonction familiale, plus les stratégies d'adaptation sont négatives et désengagées. L'incompréhension,
le jugement, la nécessité de devoir constamment se justifier auprès de sa famille et de ses amis entraîne un défritement de la sphère familiale et du réseau social. Le temps familial et le temps du couple sont également impactés. Les activités avec l'enfant autiste sont réajustées en fonction de ses particularités et de son comportement. La complexité en termes d'organisation et le risque de jugement rendent les sorties moins agréables et fait qu'elles ont tendance à se raréfier. Pour permettre au reste de la famille de profiter des sorties, souvent l'un des parents part avec l'enfant pour ne pas pénaliser le reste de la famille ou faire subir le regard des autres à cet enfant. C'est ce que moi je fais avec mon mari. Nous coupons souvent la famille en deux. Le manque de solution de garde a également un impact sur la vie de couple qui perd les occasions de sortir à deux ou de retrouver ses amis. Pour ma part, je fais appel à ma mère qui vient régulièrement garder nos enfants pour que nous puissions profiter de quelques sorties à deux. Alors, quel est l'impact professionnel et financier de l'arrivée de cet enfant? Tout d'abord, l'emploi. Ce sont souvent les mères, évidemment, qui modifient leur situation à l'emploi pour s'ajuster aux besoins de l'enfant, souvent à temps partiel et pour beaucoup inactives, ni en emploi ni au chômage. Il s'agit là d'une inégalité de genre qui repose sur une meilleure stabilité ou un meilleur revenu du père et la perception, toujours au sein de la famille, du rôle de la mère. La surcharge de travail domestique et l'intensification des besoins de l'enfant, du nombre de rendez-vous, le manque de solutions de garde ou d'accès à la scolarité génèrent de l'épuisement et de la détresse qui entraînent parfois de l'absentéisme, qui peuvent également conduire à réduire l'activité professionnelle, voire à la perte de l'emploi. Et il n'est pas facile de trouver un patron qui soit conciliant, qui se sente impliqué. Voilà, moi j'ai le cas d'une maman qui a dû cesser son emploi de coiffeuse pour partir dans une usine de fabrique de cercueils. Et le patron lui laisse tout le temps dont elle a besoin en fonction de ses horaires pour conduire son enfant à des visites médicales. Cette situation entraîne une plus grande fragilité économique pour les familles, d'autant plus grave pour les familles monoparentales qui portent l'entière gestion du quotidien dans la plus grande solitude. L'argent est donc au cœur des difficultés des familles. Les démarches pour obtenir des ressources financières sont constamment à recommencer. On connaît bien les dossiers MDPH. Ils sont parfois compliqués et surtout très prenants. Et face à un sentiment d'urgence, cela amène souvent les parents à ne pas attendre que les services publics soient disponibles pour accompagner au plus tôt l'enfant. C'est donc un choix qui n'en est pas vraiment un au final. Le coût des accompagnements, qui évolue avec le temps, contribue donc fortement à l'évolution de la situation financière de la famille. Et pour faire face, les familles ont parfois recours à l'aide financière ou matérielle des proches, gardiennage, vêtements, matériel scolaire. Et cette démarche est bien souvent mal vécue, elle génère de la culpabilité, mais elle peut aussi être source de tension dans la famille. Les problèmes financiers à long terme peuvent amener les familles à supprimer les dépenses superflues, restaurants, sorties, et parfois les amener à se priver du nécessaire, comme d'aller chez le dentiste, ce qui empiète encore sur le temps, les finances, mais aussi la santé. Le stress scolaire, eh bien, nous l'aborderons à l'occasion de la dernière conférence qui portera justement sur la scolarisation des enfants autistes. Et donc, nous allons aborder assez rapidement le stress de l'institutionnalisation. Et je citerai tout d'abord Maître Sophie Janois, avocate spécialisée, entre autres, dans la défense des familles de personnes autistes. Il est bon de savoir qu'il y a des avocats qui peuvent nous défendre et qui sont spécialisés. On a tendance à enfermer les enfants handicapés dans les instituts médico-éducatifs sans leur donner la moindre chance d'aller à l'école, on peut dire faute de moyens. Et en France, quand on va en institution, on n'en sort jamais ou très rarement. Beaucoup trop d'adultes également sont actuellement placés dans des lieux inadéquats ou laissés à la charge de parents vieillissants faute de place. Le manque d'accès à la communication, qui est pourtant un droit fondamental, mais qui n'est pas présent dans toutes les structures, malheureusement, entraîne un stress supplémentaire pour les parents dont les enfants sont institutionnalisés. Notamment en ce qui concerne les violences et les violences sexuelles. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs Sophie Rabatel, autiste, présidente de l'AFA, qui est également une survivante. Les enfants en situation de handicap sont 5 fois plus vulnérables aux violences sexuelles. En tant que personne en situation de handicap et survivante de viol, c'est mon devoir d'alerter la société.
Quand on sait qu'un enfant sans handicap dans une classe, il y a à peu près 2 à 3 enfants qui sont victimes de violences sexuelles, je vous laisse imaginer quand vous êtes dans un IME qui regroupe que des enfants en situation de handicap dans la société. Personne ne peut imaginer qu'un enfant en situation de handicap puisse être victime de viol par son éducateur, par le veilleur de nuit, par ses parents. Plus on cumule de vulnérabilité, plus on a de risques de subir des violences. Quand vous êtes né fille autiste, eh bien vous avez 9 risques sur 10 d'être victime d'agression sexuelle, voire de viol. Quand on est autiste, on a cette difficulté de comprendre l'implicite, et c'est vrai que dans les relations humaines, eh bien on se rend compte que beaucoup de choses se passent justement dans les sous-entendus et l'implicite, qui amènent très souvent à des problèmes de compréhension d'une situation. Et quand vous êtes un enfant en situation de handicap, on vous apprend quand même pas mal la soumission, parce que quand vous êtes un enfant handicapé, que vous avez des difficultés à faire les gestes du quotidien, eh bien malheureusement, aussi bien les parents que les éducateurs vont faire à votre place, et du coup on vous apprend à être ce petit objet de soumission de l'autre, qui est à la disposition de l'autre. Votre corps ne vous appartient pas, puisqu'il est toujours un objet de soin en fait. Par exemple, moi, si je vais à un rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous médical avec un accompagnant, et bien le professionnel va parler à mon accompagnant comme si moi j'étais dans l'incapacité de comprendre. Les parents mettent leurs enfants dans un établissement médico-social en pensant qu'ils se trouvent en sécurité. Et bien en fait, c'est un lieu qui n'est pas si sécure que ça. C'est des enfants qui se retrouvent dans un fonctionnement institutionnel qui fait que leur parole est toujours mise en doute ou n'a pas spécialement de valeur. Et puis aussi, eh bien, on se retrouve avec des professionnels qui sont là à veiller la nuit sur eux. Bien souvent, ils sont tout seuls. On entend très souvent des directeurs d'établissements qui nous disent « Ah mais non, chez nous, il se passe rien, tout va bien, on fait ce qu'il faut ». Toutes les institutions, quelle que soit l'institution, est un lieu propice aux agressions sexuelles, aux violences sexuelles, que ça soit entre résidents, entre personnes en situation de handicap, ou des professionnels sur les personnes en situation de handicap, et notamment les enfants dans les établissements médico-sociaux. On parle beaucoup de contrôle d'honorabilité, contrôle du FIJAS. Eh bien, il se trouve que dans les établissements médico-sociaux, à l'heure du jour, le contrôle n'est pas obligatoire, malgré le fait que ça soit des enfants. Pourquoi? Puisque à l'heure d'aujourd'hui, le médico-social ne fait pas partie de l'éducation nationale, et du coup il y a un gros trou dans la raquette. Et puis surtout, dans le monde du médico-social, il y a une pénurie de professionnels qui fait que le directeur va embaucher le premier arrivé en fait. On rencontre beaucoup de difficultés, notamment quand les enfants révèlent. Alors déjà, pour pouvoir révéler, il faut déjà avoir conscience qu'on a été victime d'agression sexuelle ou de viol. Il faut savoir que tous les enfants n'ont pas accès à l'oralité, c'est-à-dire qu'ils communiquent d'une manière autrement que par la voix. Le problème, c'est que tous ces enfants n'ont pas accès à des outils de communication qui fait que leur parole est bâillonnée. Quand moi j'ai exprimé ce que j'ai subi, donc j'avais dessiné, bon, sûrement d'une manière très maladroite, hein, mais j'avais dessiné plein de petites scènes en fait, en bâton, de ce que j'avais subi, et la personne qui a vu ces dessins, eh bien, je pense que ça devait, je sais pas, peut-être être insupportable de voir des images pareilles. Donc m'a pris mon dessin, me l'a froissé, me l'a déchiré. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai enfermé, on va dire, dans ma tête, jusqu'à oublier finalement ce que j'avais subi, pour me permettre d'avancer dans la vie, et de pas mourir sur place en fait. Les interventions qu'on peut faire auprès des jeunes ou des adultes en situation de handicap, eh bien ce qu'on essaye de leur apprendre, de leur faire prendre conscience, c'est qu'ils ont des droits, qu'il y a des choses que les éducateurs ou les professionnels de santé ont le droit de leur faire, mais aussi n'ont pas le droit de leur faire, que eux-mêmes ils ont le droit de faire des choses, mais ils ont aussi
interdiction de faire des choses. Ils ont le droit de dire non, puisque quand on est une personne handicapée, on nous apprend malheureusement depuis notre enfance que c'est toujours l'éducateur qui a raison, c'est toujours l'éducateur qui sait. Nous, on sait pas. On parle beaucoup de choix de son corps, voilà, de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Et bien, on se rend compte que sur les femmes handicapées, le mot volontaire n'est pas toujours euh, de fait, puisque il y a souvent, malheureusement, trop souvent, des femmes qui se retrouvent avec la ligature des trompes sans avoir fait le choix de leur demande. C'est pas elles qui ont demandé, hein, c'est le tuteur ou le curateur. Mais c'est pas parce qu'on dit oui qu'on a envie de dire oui, en fait. C'est juste parce qu'on a appris que quand l'éducateur il a dit, il faut dire oui, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre déni et dans notre omerta et on continue à se cacher les yeux et à se boucher les oreilles, ou alors on écoute ses enfants, on prend en compte la parole de ses enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou non, pour éradiquer au maximum la pédocriminalité dans notre société. Et enfin, le stress du vieillissement. Là aussi, si on a le temps, je vous présenterai une petite vidéo de Joseph Chevanec. Donc, au vieillissement des personnes autistes se superpose l'évolution du handicap par une augmentation, une aggravation des pathologies liées au handicap. Il s'accompagne avec le temps d'un isolement affectif, la diminution des visites, le décès de l'entourage. Cela entraîne les pertes des repères humains, ce qui est un facteur très préoccupant pour les parents. Et les difficultés de communication verbale, comme nous l'avons vu, sont aussi accrues par la diminution des performances, mais aussi par la disparition des personnes qui possèdent les clés du mode d'expression de telles personnes autistes, et donc bien souvent les parents. Si les personnes autistes vieillissent, eh bien, leurs parents les précèdent. Il y a une aggravation avec le temps de certaines difficultés rencontrées par les familles, que ce soit une diminution de la force physique liée à des problèmes de santé, des problèmes psychiques également, de fatigue, de démotivation, des problèmes matériels, financiers. Évidemment, les revenus diminuent avec l'âge de la retraite. Il y a les problèmes liés à la fratrie. Elle existe ou pas, elle participe ou pas, les problèmes liés à l'éloignement géographique par manque de place en centre adapté à proximité. Et n'oublions pas le cas dramatique et sans cesse renouvelé du décès des parents avec personne non prise en charge. Les parents vivent avec l'angoisse de la mort, de laisser leur enfant handicapé privé de la relation affective qu'ils avaient avec lui de leur vivant, une souffrance que les structures sociales n'ont pas capacité à apaiser aujourd'hui. Les parents sont également préoccupés par l'avenir incertain de leur enfant sur le plan financier, qui nécessite une prise de conscience précoce afin de prévoir la protection juridique de leur enfant pour l'avenir. Cette préoccupation, d'ailleurs, devrait les animer beaucoup plus tôt, car malheureusement, personne non plus n'est à l'abri d'un accident. Je, je remercie Jean-Philippe Piat pour m'avoir permis de vous présenter son document qui permet de visualiser l'ensemble des difficultés rencontrées par les familles dans leur quotidien, qu'il s'agisse de la surcharge en matière de gestion quotidienne, mais aussi par les nombreux rôles que les parents doivent endosser, intervenants, enseignants, thérapeutes, soignants, qui débordent donc considérablement de ceux des autres parents, comme nous pouvons le voir. J'ajouterais que l'envahissement du tout pathologique, qu'il s'agisse de l'enfant, du rôle de parent et des activités quotidiennes qui prennent toute une tournure d'accompagnement thérapeutique, est difficile à accepter sur la durée, car elle brise la dynamique familiale spontanée. Et ça, les professionnels n'en ont pas toujours conscience. Alors, nous allons aborder aussi le stress et la dépression parentale. La surcharge quotidienne de travail et de soins accroît la fatigue, entraîne l'irritabilité, voire la dépression, ce qui limite aussi la disponibilité des parents pour les autres enfants et leur propre couple. Cela contribue à détériorer les liens familiaux et conjugaux. Les familles avec les adaptations les plus négatives et le moins de ressources sociales sont les plus stressées et les plus déprimées. Le stress peut entraîner des niveaux élevés d'anxiété et surtout de prévalence de la dépression. Alors, il faut certes agir auprès des enfants, mais un accompagnement parental est indispensable afin de créer un environnement familial favorable et de soutenir la parentalité. Les deux sont intimement liés. Il ne faut pas non plus sous-estimer le ressenti
de la fratrie qui nécessitent aussi un accompagnement et un soutien psychologique. Alors, qu'en est-il du soutien des familles? Dès le diagnostic posé, les parents entament un parcours extrêmement complexe qui nécessite d'être accompagnés. Le terme de millefeuille est souvent employé tant il est possible de s'y perdre, y compris pour les professionnels, que ce soit en matière d'orientation, de droit, de démarches administratives et d'intervention. L'accompagnement des familles et des personnes autistes sur notre territoire doit s'appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques préconisées par la Haute Autorité de Santé. Alors, je vais quand même vous présenter cette petite vidéo parce qu'elle a toute son importance. Elle montre effectivement que les fameuses RBPP permettent de mettre en place des pratiques qui sont reconnues, validées par la science. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des synthèses rigoureuses des connaissances et des pratiques sur l'autisme à un moment donné. C'est la Haute Autorité de Santé qui les établit. Elle réunit des groupes de professionnels, des personnes concernées et des proches aidants pour étudier la littérature scientifique sur une approche précise. Ces groupes qualifient ensuite l'approche étudiée selon 3 catégories: recommandée, non recommandée ou non consensuelle. Les recommandations sont toujours accompagnées de l'argumentaire qui explique ce choix. Mais comme les connaissances évoluent, les recommandations doivent être révisées régulièrement. Et à quoi servent ces recommandations? Tout le monde est concerné par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Elles permettent aux professionnels d'adapter au mieux l'accompagnement qu'ils proposent. Elles permettent aussi aux personnes autistes et à leurs proches de faire des choix d'accompagnement éclairés. Si vous avez des questions, rapprochez-vous du Centre Ressources Autisme de votre région. Alors, ces fameuses RBPP, eh bien, elles interviennent à titre d'exemple dès l'annonce du diagnostic. Il est préconisé en effet aux professionnels d'accorder la plus grande importance, la plus grande attention aux modalités d'annonce du diagnostic aux familles, car les modalités selon lesquelles le handicap est annoncé aux parents jouent un rôle déterminant dans leur manière d'assumer cette épreuve. Autre exemple, prendre garde aux pratiques frauduleuses et aux remèdes soi-disant miracles. C'est pourquoi il est important également de se référer au RBPP de la Haute Autorité de Santé. Olivia Catan, journaliste et qui est également mère d'un enfant autiste et présidente de SOS Autisme, a été alertée sur l'existence d'un marché parallèle de vente de médicaments non autorisés ou non prescrits pour l'autisme. Alors, on peut regarder sa vidéo. Il faut faire très attention et pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller juste acheter du shit dans le quartier d'à côté et en donner à son enfant autiste. Je m'appelle Olivia Catan, je suis maman d'enfant autiste, d'un enfant de 14 ans. En fait, les parents, on se retrouve tous devant une impasse thérapeutique. On n'a pas de médecin spécialiste, on en a très peu. Donc, on se tourne vers des médecins qui nous proposent des réponses pour les troubles de nos enfants. À partir du moment où vous tapez autisme, vous tapez n'importe quelle méthode ubuesque, vous trouvez toujours un thérapeute. Je vais vous parler de méthodes qui ne sont pas recommandées par la Haute Autorité de Santé, dont l'efficacité n'a pas été prouvée par aucun consensus scientifique, mais pourtant vers lesquels les parents se tournent. Manger mieux, ça fera du bien à votre cerveau, c'est un petit peu l'idée. Donc vous avez des régimes évidemment sans gluten et sans caséine, mais vous avez des régimes bien plus restrictifs. Il y a des parents vraiment qui m'ont parlé de régimes tellement restrictifs que leurs enfants ne pesaient pas lourd, qu'ils étaient extrêmement blancs, et évidemment ils avaient énormément de carences. Il y a une maman qui m'a expliqué qu'elle mangeait dans la cave pour ne pas donner envie à son enfant autiste de voir ce qu'elle mangeait. Alors à ce moment-là, c'est plus possible, il faut tout arrêter. Si l'enfant autiste a des maux de ventre, il faut s'en occuper. Mais si l'enfant n'a pas d'allergie et qui va très bien, pourquoi lui donner un régime à suivre ?
Certains médecins avaient commencé à m'expliquer qu'il fallait que j'achète un chat, qu'il fallait que j'achète un chien, parce que ça pourrait un peu socialiser mon enfant. Donc j'ai acheté un chien. Il aime bien son chien, il aime bien son chat, mais en fait, il est toujours autiste et il va le rester parce que la zoothérapie, qui pour moi n'est pas une thérapie, c'est simplement le contact avec les animaux. Vous avez l'équithérapie avec des chevaux. C'est vrai que l'équitation est intéressante pour les enfants autistes parce que ça peut les stimuler. On travaille vraiment bien l'intégration sensorielle avec le cheval, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il va, comme certains thérapeutes le disent, être guéri de son autisme. On ne peut pas s'improviser non plus équithérapeute. Il faut d'abord avoir travaillé évidemment avec les chevaux, mais aussi avoir travaillé avec des enfants en situation de handicap. Il y a une maman qui est venue à l'association. Elle s'est retrouvée face à une personne qui n'était pas du tout formée, qui n'avait jamais travaillé avec des personnes autistes, et l'enfant est tombé de cheval. Le cannabis est utilisé actuellement en Israël dans des tests qui sont des essais qui sont officiels parce qu'ils se sont aperçus que ça pouvait faire baisser l'inflammation, que ça donnerait une baisse des troubles de comportement, etc. Quand les parents ont lu ça, ils se sont dit tiens, on va acheter du cannabis pour nos enfants sur le net sous forme d'huile. Faut faire très très attention. D'abord, on ne connaît pas la composition de ces huiles qu'on achète. Donc j'ai eu beaucoup de familles qui ont rendu leur enfant malade, qui parfois goûtaient eux-mêmes pour savoir si ça allait faire du mal à leur enfant et qui ont été eux-mêmes malades. Donc il faut faire très attention et pas faire n'importe quoi, surtout avec des enfants parfois âgés d'à peine 4 ans. On peut pas aller juste acheter du shit dans le quartier d'à côté et en donner à son enfant autiste. Il sera pas moins autiste, et puis il va peut-être risquer sa vie. Ça part du principe que chaque comportement correspondrait à une onde électrique qu'on aurait dans le cerveau. Et donc il suffirait de faire évoluer cette onde électrique pour changer le comportement de l'enfant. Donc on pose des petits électrodes sur la tête de l'enfant et on le fait réagir par rapport à des images, des jeux, etc. Alors c'est pareil, c'est une méthode qui fait pas consensus scientifique, qui n'a pas été recommandée par la Haute Autorité de Santé. Le neurofeedback, en effet, est dans 2 hôpitaux français. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui ont entendu dire qu'on gagnait de l'argent avec le neurofeedback, qui achètent en effet des machines peu coûteuses, qui sont pas du tout formés à tout ça, et donc qui prennent extrêmement cher. Moi, je suis tombée sur des thérapeutes qui demandaient 200 €. Puis surtout qui parlent de guérison, parce que il est là le côté charlatanesque. Quand on parle d'évolution positive de l'enfant, que ça peut lui faire du bien, que ça peut le canaliser, c'est une chose. Mais quand on vous parle de guérison, il faut se sauver. On ne guérit pas de l'autisme, puisque l'autisme n'est pas une maladie dont on guérit. Je comprends que certains parents veuillent que la recherche avance plus vite. Le problème, c'est qu'il y a un temps scientifique qui n'est pas obligatoirement le temps des parents. Et il y a suffisamment de méthodes qui sont recommandées et avec lesquelles on fait progresser l'enfant. Il faut, si vous voulez, essayer évidemment de trouver un spécialiste et puis après se tourner vers une équipe pluridisciplinaire, de l'orthophonie, de la psychomotricité, des psychologues comportementaux. Essayez vraiment de lire les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2012 où tout est expliqué. Voilà, donc nos enfants ne sont pas des cobayes, c'est bien ça qu'il faut retenir. Et donc, il faut absolument accéder à des connaissances qui soient validées par la Haute Autorité de Santé, donc des connaissances, de l'information. Et pour cela, vous pouvez vous rendre en effet sur le GNCRA, sur le site du GNCRA, qui est le groupement national des centres ressources autisme, sur lequel vous allez pouvoir la cartographie des centres ressources autisme par région. Et donc, vous allez voir qu'il y a des dispositifs qui ont été élaborés selon certaines catégories. Voilà, l'accueil, l'écoute, le conseil, l'éducation thérapeutique, la formation, les loisirs, la prévention santé bien-être, les rencontres, le répit, dont nous avons tous bien besoin, et le soutien individuel et la médiation familiale. Donc, il vous suffit de cliquer sur la petite cartographie et de voir si le dispositif que vous recherchez est dans votre région, car malheureusement, toutes les régions ne disposent pas de l'ensemble des dispositifs. Alors, l'accès à la connaissance, eh bien, il peut se faire de plusieurs façons. Il y a tout d'abord l'accès à la formation. Pour cela, donc, vous pouvez vous rendre sur la Maison de l'Autisme. Ensuite, vous avez le GNCRA, comme nous avons vu. Pour des informations plutôt qui vous aident dans votre quotidien, eh bien, vous avez Clepsy, qui est vraiment très bien fait. Autisme France, qui est la première association de France à avoir été créée de parents. Il y a Autisme Info Service, toujours pour la gestion de votre quotidien, 2 minutes pour mieux vivre l'autisme, qui est tout à fait remarquable avec plein de conseils. C'est réalisé par des professionnels et c'est à l'initiative d'une orthophoniste.
Il existe une revue française qui traite de l'autisme, ça s'appelle L'Autisme et nous, et il y a d'autres revues, donc sur le spectre, qui est la revue qui émane du laboratoire de Laurent Moutron. C'est donc une revue de vulgarisation scientifique qui est extrêmement abordable, gratuite aussi, et très accessible. Et La Foucade, qui est plus une revue proposée par l'Université de Laval sur l'accompagnement au comportement des enfants. Donc, il y a par exemple, je sais qu'il y a un MOOC qui est proposé sur les TDAH, par exemple. Enfin, vous avez le réseau national des troubles du spectre de l'autisme, sur lequel vous allez trouver quantité de webinaires en replay sur des thématiques extrêmement variées. Et donc, comme nous l'avons vu, il est indispensable aussi de se former en tant que parent, c'est-à-dire pas seulement à acquérir des connaissances empiriques qui sont pour autant tout à fait indispensables, mais vous allez pouvoir, dans le cadre des formations auprès des aidants familiaux proposées par les CRA, accéder à tout un ensemble de formations gratuites, hein, puisqu'elles sont gratuites pour les parents, sur de multiples thématiques, que ce soit l'accompagnement au quotidien, que ce soit la communication. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site du CRA de votre région. Ensuite, vous avez, alors toujours par rapport à ces formations, il faut savoir qu'elles peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Ce qui est très utile pour des parents qui vont être en campagne ou qui n'ont pas la possibilité de faire garder leur enfant. Vous pouvez également accéder à des MOOC. Il y a le MOOC Autiscope qui a été créé par le CRA Nouvelle-Aquitaine et l'Université de Bordeaux. Et le MOOC Troubles du spectre de l'autisme que vous pouvez trouver sur le site de l'Université de Genève. Vous pouvez également trouver tout un ensemble de formations gratuites via Canal Autisme. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a les diplômes universitaires. Il y en a dans plusieurs universités françaises, hein. J'ai cité celle qui est le plus proche de votre région, et là où j'ai validé moi mon DU. Il s'agit de l'Université Claude Bernard à Lyon 1. Il faut savoir que les DU ne sont pas tous accessibles aux parents et nécessitent un niveau de licence. Voici Sylvain et Mia, proches aidants de personnes autistes. Sylvain s'inquiète pour sa fille Mariama. Ne sachant pas vers qui se tourner, il recherche des informations sur Internet et auprès des associations locales. Mia, quant à elle, souhaite être aidée pour mieux comprendre l'autisme de son petit frère Louis. Sylvain et Mia se posent des questions. C'est quoi au juste l'autisme? Comment aider leurs proches au quotidien? Pour les aider, il existe la formation des proches aidants. Mais c'est quoi la formation des proches aidants? La formation des proches aidants est un dispositif national. Partout en France, ces formations sont proposées par les centres de ressources autisme, les CRA, en étroite collaboration avec les associations locales de familles et d'usagers. Elles sont co-animées par un professionnel et un parent ou aidant expert. Ces formations sont avant tout un lieu d'écoute, de partage et permettent de rompre l'isolement des proches aidants. Sylvain et Mia pourront y échanger avec d'autres aidants, parents, grands-parents, frères et sœurs. Ils pourront ainsi mieux comprendre les besoins spécifiques de Mariama et Louis. Les formateurs leur apporteront des informations fiables et actualisées, répondant aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé. Mais concrètement, comment ça se passe une formation de proches aidants? Les sessions de formation rassemblent entre 10 et 25 participants. Elles sont co-animées par un professionnel et un parent ou aidant expert. Ces formations sont, selon les régions, proposées en journée, soirée ou les week-ends, en présentiel ou à distance. Les proches aidants peuvent aussi, sous certaines conditions, se faire aider financièrement pour la garde de leurs proches. Les frais de repas et de déplacement sont également pris en charge. Les équipes des CRA sont présentes pour les accompagner dans ces démarches. Que peut-on attendre d'une formation des proches aidants? Les formations sont avant tout un lieu d'échange, de partage, qui permet de rompre l'isolement. Les thématiques abordées sont variées.
Elles répondent aux besoins des aidants, quel que soit l'âge de leurs proches. Sylvain et Mia pourront par exemple apprendre à communiquer avec Mariama et Louis et utiliser les bons outils, connaître les dispositifs qui existent et qui peuvent les accompagner, apprendre comment permettre à Mariama et Louis d'être le plus autonome possible. Ces formations sont gratuites pour tous les aidants, car cofinancées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les CRA. Pour en savoir plus sur la formation des proches aidants, n'attendez plus. Comme Sylvain et Mia, contactez le CRA de votre région dès aujourd'hui. Découvrez la cartographie des ressources pour les proches aidants de personnes autistes réalisée par le réseau des CRA sur https://gncra.fr/formation/FPA. Retrouvez des formations gratuites en ligne à destination des personnes concernées, des proches aidants et des professionnels sur www.campus.gncra.fr. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'insiste lourdement sur la nécessité de se former. On ne peut pas accompagner un enfant autiste sans connaissance, c'est impossible. Il existe donc, comme nous l'avons vu, des dispositifs de soutien psychologique aussi pour les parents. Encore une fois, vous allez devoir vous rendre sur le site du GNCRA pour voir si cette thématique est proposée dans votre région. Donc, il y a des propositions de répit, également des possibilités de loisirs, de vacances adaptées. Et il y a donc des possibilités d'accueil, d'écoute, de conseils et d'orientation vers des thérapies familiales, par exemple, voilà, ou pour les parents. Voilà. Alors, nous allons aborder la gestion quotidienne à la maison. Euh, donc, je le redis encore, pour accompagner son enfant au quotidien, c'est d'abord apprendre à le connaître, apprendre son fonctionnement. Donc, on peut se référer au DSM-5, hein, vous voyez, qui a identifié quand même quelques sphères, comme les intérêts spécifiques, les rigidités, les stéréotypies. Et moi, j'ai envie de dire la première à laquelle il faut prêter attention, c'est la sensorialité. Une fois que vous avez acquis ces connaissances empiriques, eh bien, il faut également vous reporter au bilan de l'évaluation de votre enfant, tous les bilans qui auront été faits, qui seront un peu votre feuille de route. Donc, il y a le bilan sensoriel. Les spécificités sensorielles constituent un aspect essentiel du spectre autistique. Elles ont un impact majeur sur le quotidien de la personne autiste, comme nous l'avions vu à l'occasion de la première conférence. Les personnes autistes ont un biais perceptif au détriment du biais social. Et donc, c'est très envahissant dans leur quotidien. Il y a un bilan somatique à réaliser qui pourrait révéler les éventuels troubles de santé, notamment les problèmes dentaires, par exemple. Une évaluation psychologique qui permet d'évaluer les éventuelles comorbidités psychiatriques, un bilan neuropsychologique pour analyser la relation entre le fonctionnement cérébral et le comportement, un bilan de communication qui va être extrêmement important pour savoir dans quelle mesure votre enfant peut communiquer, quels outils les plus adaptés pourront lui être proposés, un bilan de capacité de jeu. Et dans ce cas, il faudra adapter également les jeux de société, ce qui est tout à fait faisable. Un bilan sur les interactions sociales et enfin une description des comportements stéréotypés qui vous permettra de détecter sur le plan du comportement, mais aussi le comportement, mais aussi la restriction de ses intérêts. Alors, la restriction des intérêts, eh bien, il faut savoir que les intérêts évoluent avec le temps, et puis c'est quand même un fonctionnement de l'autisme auquel il faut prêter attention, mais qui fait partie de son fonctionnement. Voilà, donc moi j'ai toujours favorisé les intérêts spécifiques de mes enfants. Je suis partie de ça toujours. Et en fait, d'un intérêt restreint, on peut l'amener à d'autres apprentissages, comme par exemple, j'avais évoqué à l'occasion de la conférence précédente l'intérêt pour les chiffres et les lettres, donc qui correspond à l'hyperlexie en autisme. Et de cet intérêt, il est possible de les amener à découvrir quantité d'autres choses, euh, que ce soit l'écriture, que ce soit faire de la pâte à modeler en faisant des lettres,
que ce soit des constructions Lego pour faire des lettres. Enfin, voilà, il y a moyen de travailler la motricité, de travailler quantité de choses à partir d'un intérêt restreint. Et cela vaut pour tous les intérêts restreints. Donc, l'ensemble des bilans permettra de mettre en place les interventions les plus adaptées. Et si le diagnostic tarde à être posé, il ne faut pas attendre pour commencer les prises en charge, car l'intervention précoce est essentielle. Alors, nous allons voir quelles sont rapidement les méthodes d'intervention précoce qui sont validées par la Haute Autorité de Santé. Donc, l'ABA a laissé un peu la place à la méthode Denver, qu'on va vous présenter quand même, que je vais vous présenter quand même avec la petite vidéo. La méthode pratiquée au Mind Institute, le modèle de Denver, permet d'intervenir dès la première année. Ryan, 2 ans, s'y entraîne depuis 3 mois, à raison de 20 heures par semaine. Le modèle de Denver a été conçu par Sally Rogers, professeure de psychologie du développement, qui l'a ensuite adapté pour les très jeunes enfants. Au premier abord, comme c'est souvent le cas, on a du mal à voir que Ryan est atteint d'autisme. Twinkle, twinkle, little star. Cette méthode est fondée sur la connaissance fine des étapes du développement de l'enfant et la qualité de la relation. Les comportements adaptés sont encouragés et on essaye de détourner en douceur l'enfant de ses stéréotypies. Pour bien grandir, les enfants avec autisme ont besoin de multiples occasions d'apprendre, beaucoup plus que les autres. C'est pourquoi les parents doivent pouvoir les aider à progresser dans toutes les situations. Ils doivent donc modifier leur propre attitude. Tu veux que je t'aide? Allez, on pose la boîte sur la table? Sally Rogers a mis au point un programme de formation pour les parents. Pendant 5 heures par semaine, ils apprennent à entraîner leur enfant au modèle de Denver pour pouvoir l'appliquer dans toutes les situations de la vie quotidienne. Mets-le au-dessus, le cube. Au-dessus. Ah, tu y es presque. Tu y es presque. Je vous ai observé lui montrer le geste, du placement de la main à celui du bras, et il a finalement réussi à mettre un cube au-dessus. C'est devenu un jeu en 2 étapes. Il empile les cubes et il les fait tomber. L'objectif d'accomplir 2 actions à la suite a bien marché dans ce jeu. Il y a 3 mois, rien ne l'intéressait. Il n'avait pas d'objectif. Il ne savait pas qu'il pouvait communiquer ses idées. Maintenant, il s'intéresse aux objets, il est plus habile au jeu. Il communique. Ses gestes se sont développés, le babillage aussi. On aide les parents à exercer les compétences de l'enfant. Comme vous avez vu, la mère de Ryan s'est concentrée sur le geste, l'usage du geste. Elle l'a incité à indiquer ce qu'il voulait par ses gestes. Et ça, elle pourra continuer à le faire pendant les repas, les jeux, le bain, quand elle l'habille. Le fait d'attendre qu'il fasse le geste, de lui montrer un objet sans le lui donner, pour qu'il essaye de l'attraper par lui-même, elle va pouvoir le faire 50 ou 100 fois par jour. Une recherche expérimentale portant sur 48 enfants a montré que ceux qui ont bénéficié du modèle de Denver ont progressé davantage que ceux du groupe témoin ayant suivi une thérapie uniquement comportementale. Voilà, donc la méthode Denver, c'est effectivement rentrer dans le monde de l'enfant, créer des interactions en partant de ses intérêts, puis développer l'attention conjointe et l'imitation, comme vous avez pu le voir. Alors, c'est 5 heures par semaine, hein, vous avez vu, c'est donc beaucoup moins lourd que l'ABA qui préconisait 40 heures par semaine et qui coûtait très cher aux familles parce que d'abord, ce n'était pas remboursé. Et puis, il y a un programme qui arrive de plus en plus chez nous, qui n'est encore pas suffisamment présent, malheureusement, c'est le programme Pacte qui s'appuie sur l'analyse de vidéos d'interaction parents-enfants
afin de mieux guider les parents dans leurs interactions avec leur enfant. Donc, l'intervenant va visualiser des vidéos que vous allez lui envoyer sur un jeu que vous aurez fait avec votre enfant. Il va analyser la situation et vous faire des recommandations. Alors, ça a plusieurs intérêts. D'abord, ça redonne confiance aux parents qui avaient perdu un petit peu le sentiment de compétence. Et contrairement à d'autres approches, il est beaucoup moins intensif, moins coûteux en temps et financièrement. Et on s'est rendu compte que finalement, les enfants, ils trouvaient tout autant leur compte, même bien plus que par des interventions intensives basées uniquement sur le comportement. Alors, nous allons aborder maintenant notre petite gestion quotidienne. Au quotidien, donc, les parents doivent prêter attention au comportement de leur enfant qui peut se traduire par un besoin, un mal-être, une souffrance, surtout s'il présente un déficit communicationnel. C'est très difficile de déterminer quelle est la cause du comportement. Les particularités perceptives de l'enfant, de la personne autiste, ont un impact considérable sur leur quotidien, comme nous l'avons vu, et qu'il faudra adapter au mieux pour favoriser les apprentissages et réduire les comportements parfois inadaptés ou en lien avec un mal-être. Comme le dit Jean-Philippe Piat, il faut devenir un détective de son enfant. Alors, comment cela se traduit au quotidien? Eh bien, on va dire que l'une des grandes difficultés des parents, c'est effectivement l'alimentation, parce que c'est quand même être bien alimenté, c'est aussi être en bonne santé. Il faut donc favoriser la bonne santé de son enfant, donc l'alimenter correctement. Et malheureusement, cet enfant peut présenter une sélectivité alimentaire qui est très présente chez les personnes autistes. Et donc, en apportant une alimentation équilibrée, on va prévenir les risques gastro-intestinaux qui sont évidemment très présents chez les personnes autistes du fait de leur sélectivité alimentaire, en partie. Cette sélectivité, eh bien, elle peut être due aux particularités perceptives de la personne. Ça peut être très bien au niveau de la sphère orale. Elles peuvent être donc réfractaires à certaines textures, essentiellement. Ça peut être aussi dû à des problèmes d'ordre médical. Il sera donc important de vérifier notamment l'état dentaire de la personne autiste. Et cela peut également être dû à des expériences négatives et à un manque de flexibilité, comme par exemple le refus de goûter des aliments nouveaux. Toute la difficulté va donc être de proposer à l'enfant des repas équilibrés en adaptant les menus et l'organisation du repas à ses particularités. L'enfant ne trouve évidemment aucun intérêt dans la prise de repas en famille puisqu'il n'a pas de biais social. Il faut donc faire preuve d'une grande tolérance et proposer des activités, petits jeux à table qui puissent attirer l'enfant et on acceptera malheureusement la tablette. Voilà, puisqu'il n'est pas possible d'entrer dans un échange social, une discussion avec l'enfant qui aura peut-être des troubles communicationnels. Donc, il faut pouvoir l'inciter à venir à table. Alors, pour proposer des repas équilibrés, eh bien, il s'agira souvent de trouver des astuces pour masquer les bons aliments afin de limiter les carences alimentaires et prévenir les risques gastro-intestinaux et les carences, comme on l'a dit. Donc, il y a plein d'astuces, les parents en ont pas mal. Joseph Chevanec avait publié un ouvrage sur la cuisine qu'il avait adaptée, voilà. Donc, en matière d'astuces, par exemple, on va cacher. Moi, par exemple, mon fils cadet ne mange pas de viande. Il refuse la viande, donc il est en manque de protéines. Donc, je vais cacher des protéines. Par exemple, dans les crêpes, il mange beaucoup de crêpes, donc il va pouvoir manger des œufs. Et je vais mettre du lait de brebis parce qu'il a une petite intolérance au lait de vache. Et je vais aller y cacher de la farine d'amande que je vais mélanger avec de la farine traditionnelle et de la farine de maïs pour cacher les oméga 3, voilà, pour qu'il n'ait pas de carence. Enfin, vous pouvez également, pour couvrir les carences en protéines, vous pouvez acheter, vous savez, ces fameuses poudres protéinées au goût cacao. Et moi, de temps en temps, quand je vois qu'il n'a pas eu un apport en protéines suffisant dans la journée, je vais lui faire un lait cacaoté protéiné. Vous allez pouvoir avoir des informations très intéressantes sur le site 2 minutes pour vivre l'autisme,
qui a plein de préconisations pour votre journée, pour l'organisation de votre journée, pour l'organisation quotidienne, mais que ce soit à la maison et également en dehors. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce site, je le redis, 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. On peut regarder cette petite vidéo qui va vous donner un exemple. Beaucoup de personnes autistes présentent des difficultés alimentaires. Souvent, elles refusent certains aliments et ont tendance à tout séparer dans leur assiette. Cette sélectivité n'est pas juste un caprice. Elle s'explique par les particularités sensorielles qui perturbent le goût, les textures et les odeurs des aliments. Certains enfants peuvent aussi développer des spécificités comme la peur de manger des aliments crus ou des aliments rouges par exemple. Les repas deviennent vite stressants. Pour aider Amy à manger plus varié, nous avons consulté une orthophoniste spécialisée dans les troubles de l'oralité. Pour commencer, on choisit un nouvel aliment. Et surtout, on ne change pas trop vite, même si Amy met du temps à l'accepter. On pose quelques morceaux à côté d'elle et on la félicite quand elle les regarde. « Oui, Amy, c'est de la pomme. Ensuite, on prend un petit bout, on le mange en rigolant, en nous régalant. « Miam, c'est bon !» On propose à Amy de les toucher, de les sentir, de les poser contre sa langue une fois. C'est un très gros effort pour elle. Alors on la récompense à chaque essai. Tu poses la pomme une fois sur ta langue et après, on joue avec ton poney. On donne toujours le nouvel aliment en petite quantité et surtout, on n'essaie pas de la piéger, en cachant un bout de pomme dans un yaourt par exemple. Avant chaque repas, on prépare un support visuel avec les aliments du repas. Amy enlève la carte quand elle a mangé ou goûté chaque aliment. Ça la motive. Les repas restent un moment compliqué, mais nous restons patients pour donner envie à Amy de venir à table avec nous. Pour aider Amy à manger de nouveaux aliments, nous allons proposer les nouveaux aliments au cours de repas partagés. Voir son parent se régaler donne envie de l'imiter. Proposer le nouvel aliment en petite quantité et ne pas changer trop vite. Ne jamais piéger l'enfant, car cela diminue sa confiance dans la nourriture et dans son parent. On peut prévoir un support visuel des aliments que l'enfant va manger. L'enfant doit d'abord tolérer l'aliment dans un bol à côté, puis sur le bord de l'assiette. Féliciter l'enfant d'accepter la présence de l'aliment, puis le récompenser de ses efforts. Laisser l'enfant explorer avec ses mains, sentir l'aliment. Enfin, se faire aider par un orthophoniste spécialisé dans les troubles de l'oralité permet d'être accompagné dans cet apprentissage délicat. Voilà, donc vous avez compris la difficulté qu'il y a à accompagner son enfant dans l'alimentation et qui pourtant est extrêmement importante dans notre quotidien. Alors, de même, il est très difficile pour les parents d'accompagner les enfants dans la continence, hein. C'est également dû à leurs particularités sensorielles. Donc, il faut prêter une grande attention à l'environnement dans les toilettes. Je rappelle que c'est un lieu qui est souvent une petite pièce toute seule où il n'y a pas de radiateur, où il fait souvent froid, où il n'y a pas de lumière, où la lumière est désagréable. Et donc, il faut peut-être penser à aménager cet endroit en y mettant des jouets, voilà, que l'enfant va trouver dans cet endroit uniquement. Vous pouvez même peut-être un petit radiateur pour réchauffer un peu l'ambiance. Prêtez attention effectivement à la luminosité. Le plafonnier, c'est souvent très désagréable pour les personnes autistes, donc peut-être prévoir autre chose comme système de luminaire. Et puis, il faut préparer l'enfant dans cette activité, enfin cette activité, dans cet accompagnement vers la continence via des images séquentielles qui vont l'aider à anticiper chacune des actions. Donc, vous voyez un petit exemple de séquentiel qui peut aider votre enfant. Il y en a plein d'autres, hein. Je vous donnerai tout à l'heure un endroit très, très intéressant sur lequel aller créer vos petits séquentiels et où trouver des pictogrammes. Donc, pour la continence, mais ça peut valoir aussi pour s'habiller, se laver les mains. Si vous êtes à la piscine, eh bien, dans la cabine, vous pouvez faire un petit séquentiel pareil pour apprendre à se déshabiller, s'habiller, ranger
manger dans le sac de piscine, etc. Il existe également du vidéo modeling, donc ça c'est très intéressant. Par exemple, pour se laver les dents, vous allez vous filmer en train de vous brosser les dents et montrer la vidéo à l'enfant. Vous pouvez faire en même temps, alors pas les toilettes, mais au moins le brossage de dents, c'est bien de le faire ensemble. Pareil, au niveau du brossage de dents, vous allez devoir faire attention aux particularités sensorielles. Ça peut être un travail de longue haleine, le brossage de dents, qu'il faut commencer très petit, avec un truc, avec une brosse qui va être très douce qu'on met dans la bouche, et puis on y va petit à petit, on n'impose rien, on y va vraiment en douceur. Ça doit rester un moment agréable, voilà, qu'on partage. Et puis, nous, on a réussi à mettre en place la brosse à dents électrique. Donc, au début, Pierre posait la brosse à dents sur sa joue pour s'habituer à la vibration, sur sa main, puis après sur la langue, à l'intérieur de la bouche. On y allait vraiment en douceur et aujourd'hui, il se brosse les dents. Et maintenant qu'il est grand, il se rase aussi avec un rasoir électrique. Donc, il a fini par supporter toutes ces choses très électriques. Et donc, à la fin, bien sûr, on félicite l'enfant. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les vidéos de 2 minutes pour comprendre l'autisme, hein, mais sachez que là aussi, vous allez pouvoir trouver des ressources. Alors, pour prendre soin de soi, voilà, comme je vous le disais, pour accompagner l'enfant dans cette autonomie, pour apprendre à s'habiller seul, se laver seul, vous pouvez aller sur le site Arasac, sur lequel vous allez trouver quantité d'outils, parfois clés en main, en fonction de la langue, voilà aussi, qui vont vous aider dans votre quotidien, mais également dans les apprentissages. Il y a même des jeux adaptés. Enfin voilà, vous allez trouver quantité de choses. Donc, comme on l'a vu, il y a les images séquentielles, donc avec les pictogrammes. On a parlé du vidéo modeling aussi, et toujours, on félicite l'enfant. La communication, donc, qui peut être très problématique chez l'enfant, mais indispensable. Je rappelle que l'accès à la communication est un droit fondamental. Il y a plusieurs moyens d'accéder à la communication. À l'occasion de la dernière conférence, j'avais abordé l'hyperlexie, qui est particulièrement représentée chez les enfants autistes, qui est donc cette capacité à apprendre à lire seul. Moi, nos 2 enfants ont appris à lire seuls. Lire ne veut pas dire comprendre. C'est-à-dire que c'est d'abord un accès au langage. Ils vont apprendre à lire, à parler. Et l'accès à la communication, c'est à vous ensuite de faire le lien entre ce langage et la communication. Mais l'hyperlexie est un support extraordinaire pour amener l'enfant à communiquer, parce qu'on va se baser sur un support écrit. Et je rappelle que l'enfant autiste est d'abord visuel. Donc, en favorisant l'accès à la communication par le visuel, vous allez vraiment contribuer à développer sa communication. Donc, que ce soit par l'écriture, il y a le cas d'une jeune femme aux États-Unis qui était totalement prisonnière d'elle-même, dont les parents ont découvert par hasard qu'en fait, elle savait écrire sur un ordinateur, et le premier mot qu'elle a écrit, c'est help, au secours. Voilà, c'est quand même terrible. Et du coup, un intervenant est venu à domicile régulièrement, et on l'a obligée, comme ils ont découvert qu'elle savait lire, on l'a obligée à faire toutes ses demandes par l'ordinateur en écrivant ce qu'elle voulait. Et elle a développé complètement son langage et sa communication avec ça. Vous pouvez la retrouver sur Internet si vous tapez interview Channing Tatum. Elle a interviewé donc cet acteur Channing Tatum qui est entièrement avec sa tablette. Donc, la communication, le défaut de communication orale n'est pas un signe de déficience intellectuelle. Voilà, ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Alors, nous avons également les TLA, qui sont des tableaux de langage assisté. Je vous montrerai un petit peu plus loin à quoi ça sert. Et enfin, il y a la CAA, qui est la création d'images séquentielles. Donc, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, c'est la communication alternative adaptée, qui va permettre aux enfants de suivre des séquences d'apprentissage. Alors, il y a d'autres méthodes
d'accompagnement. Prévoir, c'est prévenir les angoisses des personnes autistes face à l'inconnu et à l'imprévisibilité du temps qui n'est pas palpable pour elles. Et ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas visuel est source d'angoisse pour les personnes autistes. Et il n'y a rien de plus impalpable que le temps. Donc, il va falloir organiser l'environnement, le rendre stable. C'est ce qu'on appelle la méthode Teach. Donc, on va créer un environnement adapté, simplifié, ordonné, pour que l'enfant ait des repères dans cet endroit, mais que ce soit dans toute la maison d'ailleurs. Hein. On va faire en sorte que chaque lieu soit associé à une activité. Voilà. On a vu la CAA, donc la communication alternative adaptée, que l'on peut utiliser, qui est indispensable en matière de planification, car là encore, les personnes autistes ont besoin d'anticiper, de savoir ce qui va leur arriver. Et pour cela, on va leur faire des programmes, enfin, on va leur faire un planning qui peut être au début quotidien chez les tout petits, et puis petit à petit, avec l'âge et puis les compétences, on peut arriver à faire un planning, un semainier, et on peut arriver jusqu'au planning mensuel si la personne autiste en a les capacités. Voilà, après, ben, vous pouvez même aller sur le planning sur votre téléphone. Ça marche aussi pour les personnes qui ont beaucoup plus de compétences. Il y a une grosse question qui nous occupe, nous parents, dans notre quotidien, qui est très difficile en matière d'accompagnement, c'est celui de l'accompagnement à la puberté et à la sexualité. Alors, j'aimerais vous orienter vers des centres qui existent maintenant depuis 3 ans, donc c'est assez récent, qui s'appellent Intime Agir, où vous pourrez avoir tous les conseils que vous voulez. Voilà, c'est vraiment remarquable. Et ils vont vous accompagner également euh, pour, euh, pour votre accompagnement, vous, auprès de votre enfant. Notamment, ben, alors je pense beaucoup aux mamans solo qui ont des garçons, et là vraiment, je pense que ça doit être assez compliqué de ne pas avoir le papa qui apporte un peu de soutien au moment de la puberté, donc quand apparaît aussi la masturbation, tous ces moments-là. Et il faut expliquer à l'enfant que ce sont des choses qui se pratiquent dans l'intimité, et donc il doit faire dans sa chambre. Et voilà, donc tout ça, ça se prépare, pareil, hein, avec des séquentiels. Voilà, tu veux faire ça, ben, tu vas dans ta chambre, tant de temps, tu prends une serviette, etc. Vous voyez un petit peu tout ce que ça peut engendrer comme problématique. Il y a également le fait d'avoir une fille, bien sûr, hein, ce n'est pas aussi simple non plus. À l'arrivée de la puberté, avec les menstruations. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'organisation. Et là encore, vous pouvez prévoir des séquentiels euh, pour, euh, ben voilà, gérer ces menstruations. Donc ça, c'est très important. Et donc, n'hésitez pas à contacter le centre Intime Agir de votre département ou de votre région, qui sauront vous apporter des conseils, mais également des outils. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important que je voulais évoquer, parce que c'est vraiment pas facile au quotidien. Bonjour, Betty Molin, je suis la coordinatrice du Centre Ressources Intime Agir Auvergne-Rhône-Alpes, porté par la Fédération régionale du planning familial et soutenu financièrement par l'ARS. Il existe 14 centres Intime Agir en France. L'État a créé des centres Intime Agir à la suite du Grenelle contre les violences faites aux femmes en 2019, parce que dans le cadre de ce Grenelle, il y avait un groupe handicap. Et dans le groupe handicap, il a beaucoup été question des violences faites aux femmes en situation de handicap. Et donc, c'est pour faire face à ce constat que l'État a décidé de créer un centre dans chaque région. Donc, ces centres portent bien sur la vie intime, affective et sexuelle, la parentalité et les violences. Et donc, ils s'adressent aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'à leur entourage et aux familles, aux aidants, aux professionnels. En Auvergne-Rhône-Alpes, le centre Intime Agir a ouvert ses portes en février 2022. Nous sommes basés à Villeurbanne, près de Lyon, et nous sommes 2 salariés équivalents temps plein. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, les personnes en situation de handicap ou leur entourage peuvent nous contacter via le site internet donc intimeagir-ara.fr ou par téléphone ou par mail pour poser des questions, pour s'informer
pour peut-être échanger sur une situation de violence, pour connaître aussi des contacts de médecins, de gynécologues, de sages-femmes, de sexologues, qui sont en dit accueillants et qui se trouvent à proximité de leur domicile. Ça peut être également pour avoir des outils pédagogiques, des supports qui vont permettre d'animer des séances vie intime, affective et sexuelle dans les établissements. Mais ça peut être aussi les parents qui peuvent avoir besoin de support pour pouvoir parler de la vie intime avec leurs proches. Vous pouvez également nous contacter pour avoir des informations concernant la formation, parce que certains professionnels sont peu ou mal informés et donc souhaiteraient monter en compétence pour pouvoir animer des groupes de parole ou des groupes d'expression dans les établissements où ils travaillent. Les parents, mais les personnes concernées peuvent aussi se former, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les renseignements dont vous avez besoin. Voilà. Donc vous pouvez aussi, j'allais oublier, vous inscrire à notre lettre d'information que vous retrouverez sur le site internet. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, vers une société inclusive, alors le gros problème, effectivement, le problème essentiel, j'ai envie de dire, c'est le bien-être de nos enfants, qu'ils soient en bonne santé. Et pour cela, ils doivent avoir accès à des soins. Donc, il existe dans les départements des handiconsultes qui permettent l'accès aux soins des personnes autistes qui vont être notamment dyscompliantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les codes sociaux, donc elles ne vont pas être capables d'attendre dans une salle d'attente. Elles ne vont pas comprendre ce qui les attend. Donc, pareil, là encore, on utilise des séquentiels. Vous pouvez aller voir, comme vous le voyez en bas, le site Santé BD qui va vous permettre de créer des séquentiels liés justement à l'accompagnement aux soins somatiques. Et il existe pour les structures le kit CAPAS. Alors, il y a plein d'autres kits, mais moi, je connais celui-ci. Comme vous le voyez, il y a un stéthoscope devant. Donc, en fait, c'est une mallette dans laquelle il y a les outils du diagnostic chez le médecin généraliste et un guide, une méthodologie et des pictogrammes pour préparer la personne à ce diagnostic chez le généraliste. Vous pouvez normalement emprunter ce kit auprès de la structure qui l'aura acquis. Voilà, donc tout ça, ce sont des outils extrêmement importants pour faciliter l'accès aux soins somatiques, ce qui est très, très difficile, très stressant en tant que parent et très stressant pour nos enfants. Alors, toujours vers une société inclusive, nous parlions tout à l'heure des TLA, les fameux tableaux de langage assisté, les tableaux de communication. Tous les outils que nous avons évoqués peuvent être transposés dans la vie quotidienne. Donc, si vous partez en voyage, il ne faut pas hésiter à faire un séquentiel. Et donc, certains parcs, vous voyez, se sont dotés de ces tableaux de langage. Alors, ce serait formidable s'il pouvait y en avoir partout. Ce serait formidable si on avait également dans les centres nautiques, pour que les enfants puissent exprimer leurs besoins, leurs envies, ce qu'ils ressentent. Voilà, donc ça, c'est aussi un outil extrêmement important. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos mairies pour demander à ce que ce type d'outil soit présent dans les parcs. Voilà, ça, c'est une première chose. Le sport adapté. Alors, il y a la Fédération française du sport adapté qui propose des préconisations pour l'accompagnement des personnes autistes donc en milieu sportif. Vous pouvez remettre ce document, il est téléchargeable bien sûr en ligne sur le site de la fédération et bien sûr le remettre au club sportif. En France, il y a quelques clubs qui sont rattachés à la fédération. Pour les connaître, il suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur la carte. Donc, vous verrez apparaître dans les sports, enfin les clubs qui sont rattachés dans votre département.
Voilà, donc ça c'est très intéressant parce qu'il est très difficile de permettre de favoriser l'accès au sport à nos enfants. Je le rappelle, les éducateurs sportifs ne sont absolument pas formés. Et si vous n'avez pas les connaissances, si vous n'êtes pas en mesure de fabriquer le matériel, c'est-à-dire tous les séquentiels liés à la séquence sportive, ce sera très difficile de favoriser l'accès au sport à votre enfant. Il sera également très difficile de favoriser l'accès à d'autres activités, je pense notamment à la musique. Là encore, rien n'est adapté. Et là encore, vous devrez accompagner le professeur de musique dans l'accès à la musique de votre enfant. Je rappelle que l'oreille absolue naturelle, c'est-à-dire la capacité à identifier les notes musicales naturellement, est 500 fois plus représentée chez les personnes autistes. Donc, s'il y a une chose que vous pouvez faire quand vous avez un enfant autiste, c'est de lui acheter d'entrée un petit clavier. Alors, pas un jouet, hein, acheter un vrai clavier, parce que comme en plus il a l'oreille absolue, il risque d'entendre les fausses notes et ça va beaucoup l'énerver. Donc, acheter un vrai instrument de musique, vous allez en trouver. Je vais vous citer Thomann, comme ça, vous avez, ou même sur, enfin, voilà, sur Amazon, vous allez trouver quantité d'endroits où trouver un véritable instrument de musique à des prix très variés. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, un instrument, c'est un ami pour la vie. Voilà, donc ça, c'est très important aussi. Et votre enfant, s'il est très intéressé par les outils informatiques, vous pouvez également brancher son clavier sur soit un iPad, soit un petit ordinateur et lui donner accès à des applications type GarageBand pour apprendre à jouer de la musique sans connaître les notes de musique. Et il y prendra beaucoup de plaisir et il apprendra à jouer sans cours, en fait. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec notre fils. Nos deux fils, d'ailleurs, qui avaient tous les deux l'oreille absolue naturelle, ils ont tous les deux eu des cours de musique. Et pour le deuxième, c'était plus difficile puisqu'il n'avait pas le langage. Donc, on a tout adapté avec le professeur et à la maison, il continue à s'entraîner sur une application qui s'appelle Synthesia. Qui est donc téléchargeable. Voilà, donc n'hésitez pas, amenez vos enfants à faire de la musique. C'est une activité qui les occupera beaucoup et de manière intéressante, d'autant que la musique favorise les apprentissages en matière de lecture, en matière de mathématiques et en matière de langues étrangères. Même si les langues étrangères ne posent pas trop de problème chez nos enfants hyperlexiques qui ont un intérêt naturel pour elles. L'accès à la culture, alors là aussi, emmener son enfant au cinéma, c'est souvent difficile hein, parce qu'il va avoir des comportements parfois inadaptés. Il va se mettre à secouer les mains en l'air, à se lever, à frapper dans ses mains, peut-être à crier. Il existe donc des associations comme Culture Relax qui proposent des séances de cinéma adaptées. Ouverte à tous hein, d'ailleurs, mais où le public est prévenu que c'est une séance adaptée et durant laquelle des personnes avec des comportements atypiques risquent de bouger, de crier. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très bien. Il y en a d'autres, hein, donc n'hésitez pas à chercher sur Internet. Il faut absolument favoriser l'accès à la culture du monde à nos enfants. La beauté doit leur être accessible. Pour les enfants autistes pour les enfants autistes qui ne sont pas épileptiques, mais qui ont des gros troubles du comportement, vous pouvez les emmener à l'atelier des Lumières, par exemple. C'est à Paris, vous pouvez les emmener dans tout ce qui va être exposition immersive. Voilà, donc encore une fois, prêtez attention à l'épilepsie. Voilà, ça c'est quand même la recommandation. Voilà, mais donnez leur accès à la culture. Alors, je suis vraiment en retard, hein, je suis désolée, mais j'avais tellement de choses à vous dire et j'ai pas tout dit. On va aborder très rapidement, en quelques minutes, l'accompagnement des adultes, qui est vraiment une source de stress énorme chez nous parents, et ça commence dès l'arrivée à l'âge adulte. Euh, Puisqu'il faut déjà faire les premiers dossiers, notamment pour voir s'il ne faut pas faire une tutelle. Voilà, il y a plein de systèmes juridiques hein, qu'il faut connaître. Donc, rapprochez-vous d'un notaire
rapprochez-vous d'une aide juridique. Donc, contactez les CRA encore une fois pour ça. Nous avons fait le choix de l'habilitation familiale plutôt que de la tutelle. C'est ce qui nous a été conseillé par le médecin qui était mandaté par le tribunal, puisque vous allez devoir faire un dossier avec un diagnostic de la part de ce médecin. Et donc, il nous a parlé de l'habilitation familiale que nous ne connaissions pas, qui simplifie considérablement toutes les démarches en matière d'achat, par exemple, pour votre enfant et de gestion de compte. Donc, orientez-vous vers l'habilitation familiale. C'est ce que je vous conseille de demander auprès du juge. Voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir vous rapprocher du notaire, hein, bien sûr, pour la succession. Pour les donations, voilà, et pour assurer une protection juridique à votre enfant. Donc, il existe des notaires qui sont spécialisés pour l'accompagnement des familles dans la gestion des biens de leur enfant handicapé. Je voudrais finir avec cette petite vidéo de Joseph Chovanec. Vous savez que Joseph Chovanec est autiste dit Asperger, même si on ne le dit plus, qui maîtrise 14 langues, qui est docteur en philosophie, en politique, enfin, etc., et qui a parcouru le monde et pour qui il était donc très facile de rencontrer les gens du fait qu'il parlait toutes ces langues. Et donc, j'aimerais vous montrer que la peur de vieillir des parents dépasse toutes les frontières et je trouve que c'est une très belle vidéo. Voilà, je voudrais vraiment vous la présenter. 25. I'm 40. Okay. What are you? France. France Bank? لا فرنسا بنك لا أنا لا بنك يو ار؟ أنا لا أعمل في بنك طبعا يلا Nader est comme Joseph. Il a été diagnostiqué autiste Asperger. Depuis quelques années, il est employé dans ce centre d'aide par le travail pour personnes handicapées. Oh, جميل. هذا سهلي هذا سهلي. نعلموا لجوزيف كيف؟ يلا. كيسكي 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 كيسكي. رايح لايا هايدي طبلي. يا ترى فيك عم تشتغل برافو يلا تمام جود يا بطل يلا. Do you like to come here many time? Okay, very good, very good. Say thank you. Thank you. شو بدي له thank you؟ إنه بده يجي لعنا أكثر من مرة حب الفكرة ما نقول له thank you. Okay, thanks. Do you know what's this, Sally? Do you know what's this Arabic, Sally? نعم Arabic هذا سالي. In English basket. Okay, very good. خلاص. مو لا ما بعرفو. مشتي وابل. J'ai appris une compétence nouvelle, la vannerie. Désormais, je saurai comment gagner ma vie en cas de gros soucis. Et c'est assez plaisant quand on est autiste. Do you like this? Oh, merci, shukran. Il ne va pas avoir le temps de fondre. Would you come to me in my house? I would like to. Let's go. Okay.
Bien sûr, Nadir n'est pas exactement comme moi, hein, mais néanmoins, on a eu une fantastique complicité, je pense. Hein. Et, rien que sur le plan du contact physique, hein, c'est assez étonnant. Il y a un côté authentique, hein, même brutalement authentique. Hein. هذه هدية لك. رأيك بنادر؟ أعتقد هو سعيد في حياته وهذا أهم شيء. أنا بفكر كثير مشان مستقبل نادر. نعم. انه انا امه وبيه بعد عمر نحن بدنا نروح. انا كتب له هون اشياء له خاصه لنادر بعد ما اموت وموصي له لنادر. اخته بضل عنده مين يهتم فيه وضل يكون حدا مع نادر، ما يجربوا يبعتوه ولا لمحل. اعتقد يوجد دائما حال، يعني في بعض البلدان توجد اماكن مثل مسكن، لكن المسكن مشترك بين أشخاص مع توحد أو يوجد طبعا مساعدة، لكن هم يعيشون بشكل مستقل. Le point, je veux dire, le plus bouleversant pour moi, c'est ce que on dit et répéter ses parents. Que deviendra-t-il, quoi, hein? Je me sens très très démuni. Mais peut-être qu'il est plus heureux que nous tous réunis. Hein? Ça c'est aussi ce qu'on peut se dire. Hein? Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer cet extrait de reportage, d'abord parce que j'aime beaucoup Monsieur Chovanec, hein, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et là, ça nous permettait aussi de voir quand même deux formes d'autisme qui se rencontrent, ce qui est quand même très beau aussi, je trouve, dans un pays qui est très éloigné d'une autre, mais au sein duquel les questions sont finalement les mêmes. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de couvrir un petit peu tout. On n'a pas tout vu. 1 heure et quart, c'est un peu court, j'avoue. Voilà, on va essayer la prochaine fois d'aller un petit peu plus dans un domaine plus particulier, plus précis, qui est celui de la scolarité, voilà, et pour lequel on va retrouver évidemment des thématiques communes. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été claire, ne pas avoir à parler trop vite. C'est un exercice difficile, hein, de parler devant personne. Voilà. Eh bien, merci à vous. Des questions, soit des remarques. Alors, par exemple, il y a une maman qui est intervenue pour dire qu'il ne fallait pas oublier les douleurs que les enfants rencontrent dans la première partie. C'est indispensable, voilà. Tout à fait. Et le problème, c'est de les identifier. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas une connaissance de leur corps et ont du mal à identifier où se trouve la douleur. Donc, c'est très difficile et ça aussi, c'est un apprentissage. On va en passer aussi par... Moi, Pierre, je l'avais couché sur un grand carton. J'avais dessiné son corps sur le carton et après, je lui avais demandé de m'indiquer son bras, sa main. Donc, en fait, on va leur apprendre à connaître leur corps aussi avant. Voilà, pour pouvoir ensuite mieux identifier s'ils ont une douleur. Voilà. On peut se mettre aussi devant un miroir. Ça marche très bien, le miroir aussi. Voilà. Ok. Alors, ça, on essaiera de le noter dans le chat, dans le replay, parce que c'est intéressant, tu vois.
Bah, remarque, enfin voilà. Ensuite, il y a quelqu'un qui a demandé, et d'ailleurs moi je te le demande aussi par la même occasion, un aidant expert. Est-ce que c'est parce que c'est un aidant qui voilà qui en tant que parent a été fortement impliqué, ou est-ce que c'est un titre, un diplôme, une reconnaissance, qu'est-ce que c'est un aidant expert? Alors, il me semble, alors ça, moi, je suis vraiment pas spécialiste pour le coup. Il faudrait se renseigner auprès du CRA plus précisément. Il me semble qu'un aidant, d'abord, c'est pas forcément un parent. Je crois qu'il y a des aidants qui sont vraiment des professionnels, il me semble. Voilà, il me semble D'accord. bien. D'accord. Alors, moi, je sais que j'ai répondu à cette personne. On l'avait entendu quand on était bon, c'était un congrès TDAH, mais enfin, en attendant, ça s'adressait pour toutes les pérédances. C'est le DU de la pérédance. Voilà, bah oui, 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 voilà. Voilà. Donc, Et ce c'est DU de forcément des diplômes. pérédance Oui. venait d'être l'année dernière, venait d'être voilà organisé ou proposé. Alors là, j'ai pas vraiment les détails. De même Alors, qu'à propos oui, de il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, on facilite l'accès aux parents à une VAE, une validation des acquis, donc, de par leurs connaissances, leur expertise, leur expérience. Et donc, on peut également, pourquoi pas, valider un DU de père aidant. Voilà, ça aussi c'est possible parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, beaucoup de mamans doivent quitter leur emploi, moi la première, et il va m'être très difficile de retourner auprès de l'emploi que j'occupais. Voilà, au bout de 20 ans, voilà, mes compétences ne sont plus les mêmes, et donc ben, on est parfois destiné à s'orienter vers d'autres professions, et pourquoi pas vers la pérédance ou vers la formation dans le cadre de cette thématique qui nous touche au plus près, quoi. Pourquoi pas? Oui. Je peux te poser une question là qui arrive à l'instant même, c'est est-ce que l'on peut contacter le CRA s'il n'y a pas encore de diagnostic posé? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, parce que le CRA est aussi un lieu d'information. Il y a aussi la maison de l'autisme, comme on l'a vu, mais le CRA, au moins, il est à côté de chez vous. Donc, s'il n'y a pas de diagnostic et que vous voulez être orienté pour un diagnostic, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le CRA. Oui, 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 tout à fait. Après, alors après, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont aussi parlé par rapport aux compétences à développer dans le quotidien de l'appli Ben le koala et de Pokémon Smile. Ah oui, bah, tout ça, ce sont des applications. Alors, on va faire un petit point sur les applications. On a beaucoup entendu parler comme quoi les tablettes rendaient les enfants autistes. Donc non, les tablettes ne rendent pas les enfants autistes. Et c'est même un outil qui peut être extrêmement important pour l'enfant autiste qui, rappelons-le, n'a pas de biais social. Donc, ça va énormément l'aider à accéder à quantité de choses qui l'intéressent. Alors, évidemment, comme pour tous les enfants, on va gérer la tablette, hein, voilà, c'est pas du tout le temps, mais on ne doit pas priver l'enfant autiste de cet outil qui est un véritable miracle pour eux. Et puis, proposer des applications. Alors, moi, par exemple, nos deux fils étaient férus de jeux de logique. Donc, on a trouvé plein de jeux de logique, qu'il s'agisse de parcours de train, qu'il s'agisse... alors, il y a Monument de Valais qui est absolument magnifique, que moi, mes deux enfants ont adoré. L'aîné a beaucoup aimé aussi un jeu avec des histoires de clés, enfin voilà, tous les jeux de logique. Vous avez tous les jeux autour de, comme Petit Panda, je crois, effectivement, où on va jouer à le coiffer, on va jouer à lui donner son bain. Donc tout ça, c'est très bien parce que ça permet à l'enfant d'acquérir, mine de rien, des compétences en regardant des jeux et ça va faciliter les apprentissages. Donc tout ça, c'est très très bien, évidemment. Oui, oui. Enfin, pour l'accès à la communication, pour les enfants hyperlexiques, ne pas hésiter à les mettre à leur présenter les applications Montessori comme la dictée muette. Il y a plein
plein de jeux d'apprentissage de l'alphabet, des chiffres, etc. Il y a de très belles applications aussi sur la découverte du corps, des applications un peu sur les sciences. Enfin, voilà, aux parents d'être force de proposition, j'ai envie de dire, et puis en fonction de l'orientation de l'enfant vers telle ou telle application, et ben, pas hésiter à en proposer d'autres un peu dans la même veine. Voilà. Pour YouTube, alors évidemment, on les met plutôt sur YouTube Kids hein, pour éviter qu'ils aillent faire n'importe quoi. Et là encore, il y a plein de choses à faire avec YouTube. Moi, avec Pierre, récemment, on s'est mis sur une chaîne de sport pour les enfants. Et donc, qu'on a mis sur la télé et on faisait du sport avec un entraîneur sportif pour enfants avec la télé. Donc, il y a quand même plein de choses à faire avec les applications. Ouais, ouais. Après, que je te dise quand même qu'il y a une maman, enfin, ou une personne qui a dit qu'il était important de... attends, tu me laisses terminer ma phrase, s'il te plaît. Alors, c'est donc à diffuser lors d'une formation enseignante, ce que tu as amené, tellement c'était important pour cette personne. C'était quoi? Tout ce que tu as dit par rapport à cette, à tous ces détails concernant le quotidien des parents. Ah, bah, c'est indispensable parce que personne n'est conscient de notre quotidien, personne. Et bon, on ne peut pas leur en vouloir, je veux dire, on ne connaît que ce qu'on expérimente, hein, évidemment, c'est ce qu'on connaît le mieux. Et effectivement, il est indispensable de faire comprendre aux gens le quotidien des parents et de ne pas venir justement en rajouter une couche parce que c'est déjà tellement difficile. Ouais, ouais. Oui, alors il y a quand même une maman qui a dit que les pictogrammes à l'adolescence, ça ne fonctionnait pas. C'était difficile pour elle. Alors, bah oui, mais du coup, elle utilise quoi? Ça, ce serait intéressant de savoir. Après, si l'enfant est capable de lire, bah, faut arrêter les pictogrammes, hein. Moi, Pierre, j'ai arrêté hein, les pictogrammes quasiment, hein. Il a un planning où tout est écrit parce que ben, lui, il était hyper lexique. Donc, on a tout misé sur l'écriture et on a développé vraiment ses compétences de lecture, de langage et de communication via l'écriture. J'utilise également pour Pierre vous savez, ces fameuses tablettes effaçables là où on peut dessiner. Je lui écris des petits messages. Si je vais acheter du pain, je lui mets que je vais acheter du pain. Enfin, voilà. Et voilà, alors pas de pictogramme, mais il faut quand même un support de communication, quoi. C'est ça qui est. Voilà, il en faut un de toute façon. Alors après, lequel, ben voilà, cette maman, malheureusement, elle va devoir voir peut-être avec quelqu'un de compétent, parce qu'il y a plein d'outils de communication, hein. Il y a les pictogrammes, mais il y a d'autres systèmes de communication. Il y a le Macathon, le Pod, il y a aussi Saccad, hein. Alors là, c'est des formations qui coûtent très cher, mais elle peut se renseigner. Je crois que c'est dans le nord-est qu'il y a des structures qui ont accueilli la communication saccade, qui a été inventée par une personne autiste au Canada. Alors là, c'est une personne qui voudrait que tu rappelles de l'âge de tes fils et ce qu'ils font. Alors, l'aîné s'appelle Paul, il a 22 ans, il est autiste de type, on va dire, Asperger. Voilà, et on a eu, eh bien, c'était l'autisme il y a 20 ans, c'était pas le même qu'aujourd'hui en matière d'accompagnement. Donc, on n'a rien eu, hein, d'autant qu'on vit en campagne, il a eu aucun soutien. On a dû tout faire seul, et notamment en matière d'accompagnement scolaire. Donc ça, j'évoquerai à l'occasion de la prochaine conférence tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc ça a marché. On s'est vraiment battu contre l'éducation nationale, hein, voilà, qui ne voulait rien adapter, qui ne comprenait pas les réactions de Paul parfois. Effectivement, les problèmes sensoriels avaient un impact, hein, et notamment au niveau auditif, puisqu'il a une hyperacousie. Comme le plus jeune d'ailleurs, ils ont tous les deux une hyperacousie. Et donc, dans le cadre de l'école, dans le cadre de la classe, c'était souvent très difficile de supporter tout l'environnement sonore, que ce soit de l'école, mais également les interventions de tous, n'importe comment en classe. Voilà. Et Paul, donc, on a réussi à l'emmener aussi loin que possible. Aujourd'hui, il fait une école de cinéma à Lyon.
Et là encore, nous l'avons accompagné pour qu'il apprenne à vivre seul. Donc au début, on l'a laissé un petit peu tout seul à la maison. On lui disait comment se faire à manger, on le faisait avec lui. Donc on lui a appris des choses comme ça. On l'envoyait faire des courses pour nous. Donc petit à petit, ça s'est fait très naturellement en fait hein, avec Paul. Et puis maintenant, Paul vit tout seul, donc on lui rappelle tous les week-ends, mais je pense comme n'importe quel jeune, hein, qu'il faut faire un peu de ménage le week-end, euh, par exemple. Donc il a appris à faire ses lessives, il nous a demandé des vidéos pour savoir comment faire une lessive de couleur, faire une lessive de blanc, etc. Donc, on lui fait des petites vidéos aussi pour apprendre à cuisiner tel plat. Voilà, donc ça, c'était vraiment à sa demande. Donc, visiblement, les petites vidéos, c'est ça qui marche le mieux parce qu'en plus, il peut faire une pause et voir ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est vraiment super. Pierre, quant à lui, eh bien, il a eu un gros déficit langagier et des troubles du comportement qui ont fait qu'il a été exclu de l'éducation nationale à l'âge de 3 ans sans retour possible, puisqu'il a été désocialisé, hein, forcément. Donc, un enfant qui a déjà naturellement une dyscompliance, donc un problème de compréhension des codes sociaux, et si en plus vous l'isolez complètement, et c'est pas là qu'il va acquérir les codes sociaux. Donc, Pierre n'a pas de code social, il est à la maison, je lui ai tout appris, on a fait l'école à la maison, il a appris à jouer du piano, il a appris à faire du tennis, il a fait plein d'activités qu'il n'aurait probablement pas fait en structure. Et c'est ce qu'on m'a gentiment rappelé, que notre fils n'avait pas sa place en structure parce qu'il savait faire trop de choses. Voilà, donc ça, c'est encore quelque chose de très difficile à supporter et une grosse question pour nous, pour l'avenir. Eh oui, c'est certain. Alors, il y a une question ici. Existe-t-il des éducateurs spécialisés pour les adultes? Oh oui, je pense, oui, oui, oui. Ouais, oui. Bah oui, parce que forcément, il y a des éducateurs spécialisés qui interviennent en structure déjà. Donc oui, ça existe, hein, bien sûr, bien sûr. Et vous avez des éducateurs aussi qui vont intervenir pour l'accompagnement à l'emploi, pour des activités, par exemple, je pense qu'il y a des éducateurs sportifs aussi pour les adultes, hein, voilà, donc non, non, il y a tous les éducateurs possibles également pour les adultes, oui. Et là, il y a une question, alors via le CESAD, point d'interrogation, donc Oui. peut-être que cette Alors, le CESAD, parle oui. des adultes aussi, avec le Alors, CESAD. par le CESAD, non, je crois que le CESAD, c'est vraiment pour les enfants, il me semble, Oui, à vérifier. je veux dire que j'en Donc, ai, oui. alors, si votre enfant peut bénéficier du CESAD, parce que là encore, les places sont limitées, ça va permettre l'accompagnement à la maison, c'est-à-dire que le CESAD se déplace à domicile pour vous aider à mettre en place tous les outils dans votre quotidien, donc la planification, l'organisation, les pictogrammes, tout ça. Et le CESAD peut également intervenir à l'école pour faire le lien avec l'éducation nationale en termes d'adaptation dans la classe et en termes d'adaptation pour les apprentissages. Voilà. Ce qui manque vraiment, c'est un lien souvent entre, mais ça on l'abordera la prochaine fois, le lien entre l'école et la maison, parce que les outils qui sont utilisés à l'école doivent être transposés absolument à la maison, les outils d'aide à l'accompagnement, afin que l'enfant s'y retrouve. Il faut absolument qu'il y ait une continuité. Donc, c'est pour ça que les parents doivent pouvoir échanger avec les AESH et avec les enseignants, ce qui est encore un petit peu interdit quand même, malheureusement. Il y a une maman enfin, ou une personne qui parle des MFR, Ah oui. des maisons Oui. familiales rurales. Oui, Ça se passe mieux qu'avec l'éducation nationale. Oui, bien sûr. En maison familiale rurale, il y a beaucoup de choses qui se passent mieux. Il y a déjà la proximité entre les enseignants et les élèves. Déjà parce que les enfants sont très souvent alors effectivement, ils ont des cours. Enfin, cette personne me démentira si j'ai des choses fausses, mais il y a une approche beaucoup plus pratique. Il y a une plus grande activité des élèves par rapport à l'apprentissage d'un métier. Donc ça facilite énormément les choses, ça les rend beaucoup plus actifs, beaucoup plus à leur place. Et puis il y a des effectifs qui sont moindres. Et il y a aussi un rythme de la journée en MFR
qui me semble moindre parce que très souvent en MFR, les jeunes sont logés sur place. Donc le temps est beaucoup plus long. Il faut quand même voir dans l'éducation nationale, les gamins débarquent très souvent en car à 8 heures du matin. Enfin bon, nous en Savoie, il y a énormément de transports scolaires, mais même dans des villes, hein, il y a quand même pas mal de transports scolaires et que la journée est rythmée par le transport scolaire, d'une part, par un nombre d'heures de cours extrêmement dense, et puis peu d'espace de repos et de détente, parce que quand on n'a pas cours et quand on n'est pas ou quand on n'est pas dans la cour de récréation, on est dans des études et ces études sont absolument blindées. Bien sûr. Pour des enfants qui sont porteurs d'un trouble de neurodéveloppement, mais c'est juste fait pour les épuiser, parce que déjà les enfants lambda sont absolument épuisés. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que dit Emma. Il faut à tout prix que chaque asso d'école ait un parent, un père aidant. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, oui, puisque ça pourrait être un vrai référent. Et enfin, Mireille Patou, je pense que le problème se pose pour tous les domaines, le sport, les activités, les études. Quand on est loin ou que le jeune homme n'est pas autonome, c'est compliqué de vivre tout ça quand on est autiste, même léger. Alors pour les études, moi j'ai quand même fait une découverte, hein. C'est qu'il existe des associations comme RURA. Voilà, je vous invite à aller voir ce que c'est sur Internet. Si votre jeune est actuellement au niveau bac et qu'il n'est pas forcément autiste, voilà, il existe une association RURA qui accompagne les jeunes voilà, du milieu rural vers l'accès aux études supérieures. Il y a un vrai mentorat, un vrai système de mentorat. Et c'est assez remarquable. Ça facilite aussi l'accès à des stages parce que le mentor peut également accueillir le jeune en stage. Donc, c'est vraiment génial. Les jeunes sont invités à faire des visites fabuleuses sur Paris. Moi, j'ai la fille d'une amie qui allait visiter les locaux de France Télévisions. Ils ont travaillé une demi-journée avec un journaliste. Voilà. Et il existe donc ça c'est Rura pour la ruralité, mais il existe le même type d'association pour accompagner les jeunes étudiants qui ont un handicap physique ou psychique. Voilà, donc je vous donnerai le lien vers cette association la prochaine fois. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, là, dans les personnes qui sont présentes, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des personnes issues un peu de tout, de l'éducation nationale, des parents. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à créer. Bien Je sûr. pense que c'est un lieu de rencontre où chacun peut évoquer ses difficultés parce que euh, on en a tous des difficultés et on apprend de ces difficultés, hein, voilà. Donc les partager et partager les astuces des uns et des autres, les modes d'accompagnement, enfin tout ce qu'on peut connaître nous. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne idée plutôt que moi, les cafés rencontres entre parents, j'ai toujours eu du mal, quoi, parce qu'il n'y a que des parents. Et en fait, on est un peu en boucle, si vous voulez. Alors que faire des rencontres comme ça avec toutes sortes de personnes qui n'ont pas forcément des enfants concernés, mais qui les accueillent, voilà, moi, ça me semble beaucoup plus constructif, en fait. Eh ben, tu vois, Nathalie, c'est exactement la définition Tu vois, des savoirs. C'est exactement ce qu'on est amené à dire chaque fois qu'on accueille du monde. C'est que, tu l'as bien vu, hein, le 21 janvier, dans le propos introductif, je suis repassée par voilà, les gens du monde du social, du médico-social, de l'enseignement. c'est indispensable. Il faut qu'on montre la voie et qu'on montre qu'on peut vraiment tous communiquer ensemble et chercher des solutions ensemble. C'est indispensable. Donc, avec des petites thématiques, alors on va peut-être pas faire des webinaires à chaque fois parce que c'est quand même lourd à organiser, mais si on se donne une thématique, chacun y réfléchit un peu et puis voilà, on en parle. Et voilà, je trouve que c'est vraiment c'est porteur, voilà. Et puis ça, on apprendra plein de choses, on échangera plein de choses. Et oui, moi je suis très favorable à ce genre